Absolument. Bonne lecture. Alors, merci, enchanté. Pour ma part, moi je m'appelle Ruben Fischer. Depuis 2020, je suis chef de projet à titre bénévole au sein du Shift Project. Ça veut dire que la production à la fois du rapport et du chapitre sur le fret, nous l'avons accompli en groupe de travail. Enfin, nous étions 4, mais en gros, c'est moi qui suis chef de projet sur le fret. Par ailleurs, mais ça n'a pas de rapport avec ce qu'on va échanger aujourd'hui, je suis directeur RSE et développement durable dans un groupe qui fait plein de choses, mais qui a des entités qui font à la fois de la logistique, donc plutôt la partie en amont, gestion d'entrepôts, stock déporté et expédition des commandes, et d'autres filiales qui travaillent sur le dernier kilomètre, et donc c'est à ce titre-là que les deux univers s'enrichissent, ou en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup Delphine pour l'invitation, merci de faire cet honneur-là, ravi de pouvoir échanger avec vous. Le brief tel que je l'ai compris, c'est que je ne sois pas trop lourd sur les slides et que je vous explique et que je partage avec vous en gros quel est le point de vue du Shift et ce que nous avons fait sur le fret, et après potentiellement les points de convergence entre votre travail sur les communs, ce que nous on a détecté potentiellement comme problème, comme opportunité, et puis après que la discussion puisse s'enrichir à partir de là. Si toutefois j'ai mal compris le brief, et si toutefois vous me trouvez trop long sur tel ou tel slide, n'hésitez pas à me dire, je ne serai pas vexé. Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? Très bien. Ouais. Ok. Alors, le Shift Project, alors moi je suis anglais d'origine, mais je ne suis pas très fan de tout ce qui est francophone, de tout ce qui est anglophone, pardon, dans un univers francophone. Donc en gros, c'est une association de loi 1901 qui a été montée il y a une dizaine d'années. On verra après quels sont les personnages clés et quelles sont les optiques et les bases de travail sur lesquelles nous sommes positionnés. Le sommaire au niveau macro que je vous propose, c'est de voir le Shift Project, qui, quoi, comment. La double contrainte, on aime bien parler chez nous d'une contrainte à la fois énergie et d'une contrainte climat. La demande en énergie, c'est potentiellement un point qui n'est pas aussi souvent traité qu'il devrait ou qu'il pourrait l'être, en tout cas en termes de transport, au même titre que d'autres secteurs d'activité. Un point rapide sur ce qu'on appelle le plan, alors ça fait un peu communiste dans mon résumé comme ça, mais c'est bien le plan de transformation de l'économie française, là, le livre qui est posé sur la table. Et ensuite un focus sur le fret, et après peut-être des aspects de décarbonation et d'énergie qui sont spécifiques au fret, les leviers de résilience et les messages clés que nous portons, quitte à ce que vous me disiez que j'ai tort ou que vous les challengez, pour utiliser un bon anglicisme. Un point sur la baisse de la demande du transport de marchandises et les résultats que nous obtenons dans notre scénario, et puis après un point de vue peut-être sur les transformations de l'emploi, si toutefois c'est à l'ordre du jour ici. Et encore une fois, si je suis trop long, s'il faut chambouler, pas de problème, mais je préfère être structuré que de venir en impro. Désolé donc pour tous les anglicismes, donc le Shift Project, ou le projet de changer ou de bouger les choses, c'est donc un organisme de réflexion, on va essayer de le dire comme ça, qui œuvre en faveur de la décarbonation de l'économie. Et c'est bien comme ça que nous envisageons les choses, donc il n'y a pas de, à toutes fins utiles, il n'y a pas de parti pris, je ne sais pas, contre les entreprises ou des choses comme ça, c'est vraiment de se dire, on a des contraintes, et il nous semble fort logique d'essayer d'opérer au sein de ces contraintes. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Une association d'intérêt général, alors guidée par l'exigence de la rigueur scientifique, et pourtant vous avez devant vous quelqu'un qui a fait de l'aide moderne, donc c'est pas, on peut essayer d'être rigoureux tout en ayant un parcours qui est un petit peu moins, en tout cas moins scientifique. Et notre mission est éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique. En effet, on parle plutôt de carbone, mais on commence à parler aussi de choses qui sont tout aussi importantes, mais qui sont moins dans l'entreprise, mais qui sont par exemple la biodiversité ou l'importance de l'eau ou autres matières premières. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a des groupes de travail sur lesquels on base une bonne partie de la production de nos rapports, qui contiennent des centaines d'experts. La vision physique que nous avons de l'économie, c'est vrai qu'on a fait un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on a produit un livre qui s'appelle donc le plan de transformation de l'économie française, mais on n'y parle pas vraiment d'argent, ce qui peut paraître un peu antinomique. Parce qu'on se dit que autant les contraintes physiques
la taille de la Terre, la quantité de carbone qu'on peut émettre, c'est pas tout à fait une limite physique, mais on va dire que ça l'est, ou la quantité de matières premières. Ce ne sont pas des choses négociables. Alors, je ne dis pas que l'argent c'est facile, mais en tout cas, ce n'est pas du même ordre qu'une limite physique où il y en a ou il n'y en a plus, par exemple. Donc c'est en ça qu'on a une analyse peut-être un peu particulière de l'économie, et c'est en ça que ce livre est à un certain point original. Des analyses robustes et chiffrées, oui, on l'espère. En général, on ne fait pas ça tout seul. On a le même système que les relectures par les pairs qu'ont les scientifiques. Je ne dis pas qu'on est comparable, mais en tout cas, le rapport du fret a été construit sur la base d'à peu près 150 rapports avec différents experts, académiques, chargeurs, transporteurs, exploitants d'infrastructures. Et une fois qu'on a fait notre travail et qu'on l'a mis en forme, il a été soumis à la relecture critique avant publication. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne contient pas de bêtises, mais s'il y en a, c'est de notre fait et pas de ceux des experts avec qui on a travaillé. Influencer, c'est un peu récent pour nous. On est une organisation qui a une croissance assez forte depuis 2 ou 3 ans et qui auparavant n'était pas vraiment spécialement bien connue. Je pense que le côté médiatique de notre président Jean-Marc Jancovici y est pour beaucoup. Donc influencer, oui, on essaye tant que faire se peut. On est invité dans des cadres de discussion avec des instances étatiques ou régionales, par exemple, ainsi que dans des groupements d'intérêt économique, et puis des endroits comme ce soir. On organise également des événements qui favorisent la discussion avec les parties prenantes, et puis on a différents partenariats. Je vais essayer d'aller un peu vite. Au bureau, donc Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez probablement, peut-être au moins de nom, pour la majeure partie d'entre eux. Laurent Morel également, qui est un peu connu, et les 2 autres personnes qui sont un petit peu moins, Michel Petit et Geneviève Ferron-Creuset. Au sein du Shift, il y a une équipe d'une vingtaine de personnes qui est salariée, et à la tête de cette équipe, il y a Mathieu Ozano qui en est directeur. Et les chefs de projet, les experts, dont je fais partie, même si je ne me reconnais pas forcément dans le terme d'expert, on travaille principalement sur des aspects sectoriels. Il y a quelques dossiers transverses comme l'emploi ou comme l'énergie, mais principalement chacun sur son secteur. Et on est appuyé par un réseau de maintenant 22 000 bénévoles. Et si je ne me trompe pas, dans les chiffres, avant 2020, ils étaient 2000. Donc il y a eu une croissance assez exponentielle. Et je pense que le livre, et puis la BD, et puis les différentes conférences de Jean-Marc qui sont pour beaucoup. Et ce réseau de bénévoles, alors c'est peut-être pas une bonne chose de certains côtés, mais c'est à peu près 70%, je crois, de cadres. Et donc ça veut dire qu'à la fois c'est des connaissances sur lesquelles on peut s'appuyer lorsqu'on fait notre travail, et c'est aussi des réseaux d'influence sur lesquels on peut potentiellement s'appuyer au sein des différentes entreprises ou des structures avec qui nous dialoguons. Excusez-moi, ça c'est pas pour vous faire un appel au don, mais c'était juste par souci de transparence pour vous indiquer le qui nous finance. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais que vous sachiez en gros d'où vient l'argent qui nous permet de fonctionner. Alors la double contrainte, ouais, je crois que j'en ai touché 2 mots, mais je vais essayer de le dire plus clairement. En général, on parle souvent il faut respecter par exemple la stratégie nationale bas carbone, donc la courbe de décarbonation qui veut qu'on réduise de 5% par an pour respecter les accords de Paris. À supposer qu'on s'en fout de ça, que c'est pas notre sujet, que le climat, vraiment c'est pas mon truc. De toute façon, de notre point de vue, il nous semble inéluctable de passer à l'action parce que il n'y a pas une énergie en quantité infinie. Alors ça peut paraître un peu surprenant si on ne s'est pas intéressé au sujet. Autant on peut se dire, ouais, c'est vrai, le pétrole, le gaz, le charbon, c'est vrai que plus on creuse dans la mine, ça se trouve moins il y en a, oui, c'est logique. Et si on se projette un peu dans le cadre d'une énergie qu'on voudra tous décarboner, il n'y aura pas assez d'électricité pour tout le monde. On se rappelle que pendant cet hiver, il y avait quelques soucis sur le nombre de centrales qui étaient en fonctionnement et le nombre qui restait, le nombre de centrales qui étaient en réparation et le nombre qui restait en fonctionnement. Ça ne veut pas dire que ça c'est une situation durable, mais ça veut quand même dire que pour produire de l'électricité, notamment dont nous avons besoin, il y a aussi des limites qui s'appliquent au même titre que le charbon et les énergies fossiles. Donc un peu une double contrainte. À la fois, on veut réduire les émissions, et de toute façon, si on s'en fout, pas beaucoup d'énergie, ou en tout cas pas une quantité d'énergie infinie par la suite. J'ai touché 2 mots sur les limites physiques. Je parlais de biodiversité, etc. C'est pas là où on a beaucoup travaillé, mais quand on va évoquer les questions, par exemple, de la mobilité électrique,
on est tout à fait conscient qu'il y a besoin de matières premières, y compris des matières premières relativement communes, comme le cuivre, qui commencent déjà à manquer, et pour autant elles sont nécessaires à la transition. Et donc les risques physiques que nous identifions pour l'économie, on est en train d'en parler. Pour la France, ce serait de rester dépendante aux énergies fossiles. Comme on ne produit pas du tout, zéro, bon, ça va être un peu difficile si, par exemple, 90% du transport continue à être opéré en faisant appel aux énergies fossiles. La concurrence sur les sols, si on veut à la fois de la biomasse et si on veut aussi plein d'autres choses, je ne sais pas toujours forcément très compatible l'un avec l'autre. Et puis la volatilité de la disponibilité des matières premières, le lithium par exemple, pour parler rapidement. Donc on se situe un peu à l'enceinte de ces contraintes qu'on a identifiées par l'usage des sols d'un côté, les matériaux et les énergies fossiles de l'autre, et se dire voilà, la zone de sûreté, c'est où on dépasse aucune de ces trois limites, et plus largement, par extension, aucune des limites planétaires. Un point sur l'énergie, mais c'est peut-être un peu rapide pour que je rentre là-dedans. Alors si vous trouvez que on peut revenir dessus après s'il y a besoin, et sinon j'y vais quand même. C'est un schéma qui indique en gros les vecteurs énergétiques que nous utilisons actuellement sur la barre de gauche, ainsi que la quantité. Et donc en gros tout ce qui est noir, c'est on va dire les énergies fossiles. Donc c'est charbon, pétrole et gaz. Et sur la droite, c'est l'énergie que nous pensons devoir consommer si on met en œuvre tout ce que nous indiquons dans notre plan de transformation de l'économie française. Donc on voit qu'il y en a moins au total, mais on voit qu'il y en a plus en faisant appel aux énergies renouvelables. Donc on a là aussi un espèce de double enjeu qui est de dire, effectivement, il faut réduire au total la quantité d'énergie qu'on consomme, mais surtout la partie énergie fossile. Mais pour autant, et dans le même temps, et avec cette contrainte-là, il faut réussir à mettre à disposition de plus en plus d'énergie ou d'électricité de sources renouvelables. Donc c'est juste pour dire que l'univers contraint dont je parlais. J'en dis pas plus pour l'instant. Les conditions nécessaires pour un plan, peut-être qu'on y reviendra. J'avais mis en exergue quelques points qui sont rouges où je me disais qu'il peut y avoir des points de convergence, mais je vais peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le plan de transformation de l'économie française, je voudrais juste en dire deux mots. Donc le Shift Project fait plein de trucs. Il faisait des trucs avant ce livre, qui est un résumé du travail qui a été fait sur à peu près une quarantaine de secteurs. Donc la santé, l'administration publique, l'éducation, le transport, de marchandises et de passagers. Il y a plein de secteurs qui ont été couverts. Un des intérêts du truc, c'est que la quantité d'énergie que je vous ai montrée, on s'est dit, en fait, il y a ça pour tout le monde. Et donc les choix qu'on va faire d'un côté, forcément, si, je sais pas, l'administration publique dit, nous on veut de la biomasse, ça veut dire qu'il y en aura peut-être un peu moins pour les autres. Et donc ce travail de cohérence entre les différents secteurs de l'économie ou de la société française font que parfois, on va dire, à titre d'exemple pour illustrer mon propos, il est ressorti de notre étude en disant l'hydrogène vert, c'est super, mais on n'en a pas forcément besoin, c'est pas là c'est le plus utile dans le transport, c'est plutôt par exemple pour l'industrie. Et c'est en mettant en cohérence ces différents secteurs qu'on a pu arriver à des conclusions telles quelles, qui sont peut-être fausses, erronées, ok, mais en tout cas il y avait un regard cohérent pour dire voilà, la société en total, on a besoin de ça comme énergie, et par secteur, qu'est-ce qui est le plus pratique, probable, possible, moins cher, etc. Et donc ça explique pourquoi certains choix que vous pourrez peut-être contester. Merci. Par la suite, il y a des éléments de réponse au préalable. Merci d'avoir lu dans mes pensées, dans mon bégaiement. Est-ce que ça vous va pour la partie introduction générale et j'oriente vers le fait? Ces suggestions, elles sont pondérées par secteur, du coup? Parce qu'il y a des secteurs qui sont probablement beaucoup plus nocifs d'une manière ou d'une autre, qui émettent beaucoup plus sur le carbone, et d'autres, je suppose. Oui, vous avez raison. Alors à ce titre-là, j'étais bien déçu de voir que le transport, c'est un des seuls... 30%, oui, vous avez raison. Et je crois que les chiffres qui sont sortis hier donnent, dans une baisse générale des émissions de gaz à effet de serre pour la France en 2022, 2% d'augmentation pour le transport. Ouais, bien sûr. Alors j'ai pas vu si c'est du transport de marchandises et de passagers ou l'un ou l'autre. Ça a empiré sur les marchandises. Ça a empiré? Oui, d'accord. Et donc pour répondre à votre question, pardonnez-moi, j'arrive. Oui, on
on a pris en compte les différents secteurs, bien entendu, mais plutôt le côté pratique. Et de dire, en gros, tout ce qui roule, on ne peut pas être relié, par exemple, à une infra fixe. Alors qu'une usine, effectivement, on peut la relier à une infra fixe et ça pose un peu moins de problèmes. Ça répond à la question? Ouais. Ok, alors un effort de décarbonation très important, ouais, tout est dans le titre. Donc c'est la courbe d'émission des transports de marchandises en jaune. Et donc là où ça commence à baisser, c'est hélas une projection. Alors il y a eu deux baisses, je crois une première en 2008 et ça a stagné à l'époque du Covid. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que tendanciellement il y a une baisse avérée sur le transport de marchandises en termes d'émissions. Et sur la droite, c'est un focus sur la quantité d'énergie, la quantité totale de demande de transport, et ensuite la ventilation en termes d'énergie utilisée, donc principalement par les poids lourds et par les véhicules légers. Et ensuite, sur la droite, les émissions afférentes aux énergies qui ont été consommées. Et quand on voit ça et qu'on se dit que 90% de ce que nous transportons actuellement c'est par la route, et en gros, sauf exception, qui dit route dit énergie fossile, ça veut quand même dire que 90% du transport qu'on va opérer dans les années qui viennent va devoir radicalement changer sa manière d'opérer. Alors il se peut très bien que ce soit relativement facile, qu'on prenne un véhicule X qui fonctionne aujourd'hui en thermique et on le remplace par un véhicule Y qui fonctionne en électrique, certes. Mais il faut quand même l'accès à l'énergie, il faut différentes choses qui vont autour, qui sont aujourd'hui encore en cours de construction. Les grands enjeux qu'on voit donc là spécifiquement sur le fret, c'est effectivement le pétrole. Ouais, 90% de ce qu'on transporte aujourd'hui, c'est quand même à base de pétrole. Donc si on ne change pas, ce sera un peu moins facile par la suite. On nous indique souvent qu'on n'a qu'à produire des, alors je ne suis pas spécialiste, mais des biocarburants, je vais dire ça comme ça. Oui, on peut, mais néanmoins, si c'était aussi facile que ça, et si c'était aussi dense que ça, on l'aurait peut-être déjà fait. Donc il y a un risque de conflit d'usage, comme j'indiquais tout à l'heure, et puis de gisement faible. L'électricité en France, fort heureusement, elle est décarbonée, super, donc tout le monde en veut, et il y aura quand même, a priori, peut-être pas assez d'électricité pour tout le monde si on ne se borne pas à une forme de sobriété. Sobriété que nous préconisons également sur les batteries. Dites-moi si je vous parle de choses que vous ne connaissez pas, mais quand on voit la tendance des véhicules particuliers électriques, et sans citer de marque, parce que je ne dis pas où des montres, on dit que des véhicules où hélas, relativement souvent, le véhicule nous transporte nous tout seul, c'est-à-dire genre 100 kg, et qu'on a 500 kg de batterie, bon, c'est peut-être pas là où il faudrait aller pour la mobilité électrique en général. Mais il y a des contre-exemples, comme la Citroën, enfin, je ne dis pas de marque, mais comme des petits véhicules d'une place ou deux places. Les leviers de résilience, on aime bien passer un petit peu de temps là-dessus parce que on a souvent l'impression qu'en changeant des processus opérationnels, en étant mieux organisé, plus efficace, en changeant la technologie, on va y arriver. La transition va se faire sans trop de mal. Et dans ce graphe qui s'appelle une équation de Kaya, et qui en gros décompose les différentes variables qui ont augmenté, enfin qui ont influé sur la demande de transport, à la hausse ou à la baisse. Et donc à la hausse c'est entouré en rouge et à la baisse c'est entouré en vert. Et donc on a différentes composantes, donc la demande de transport qui est abrégée en DT, le report modal en RM, taux de remplissage TR, efficacité énergétique c'est double E sur le graphe, et puis l'intensité carbone c'est IC. Et donc l'intérêt du truc, si on ne retient pas grand-chose, c'est de se dire tiens c'est marrant, tout ce qui est à la baisse c'est très modéré. Donc en gros on a la ligne de la demande totale qui augmente, et ce qui est en dessous, bah oui ça baisse, mais ça baisse quand même un peu. C'est-à-dire malgré les efforts opérationnels que nous avons pu mener, de dire on va mieux remplir les véhicules, ou on va passer à un certain pourcentage de biocarburant dans le diesel, tout ça effectivement on a pu grappiller quelques pourcentages. Donc en termes de baisse sur les émissions. Et par contre, ce qui impacte à la hausse, on voit que ce n'est pas la même ordre de grandeur. Et notamment la demande de transport.
Donc quand on dit qu'on a gagné 10% en termes d'efficacité énergétique ou 15% en termes de taux de remplissage, bah, c'est super, et c'est au prix de grands efforts. Néanmoins, dans le même temps, on a multiplié par 3, donc pas 30%, mais par 3, la demande de transport. Et donc si on se dit que, a priori, il n'y a pas de raison que, à l'avenir, les choses semblables donnent des effets complètement différents, une des conclusions, c'est que quand même, c'est bien sur la demande de transport qu'il faut agir si on souhaite arriver à décarboner les émissions, si on souhaite décarboner le transport de marchandises. Est-ce que ça va pour mon explication de ce graphe? Alors j'ai pris le parti de vous livrer tout de suite notre conclusion, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être que vous en aurez déjà marre à ce stade, auquel cas, pas de problème, voilà, il y avait le plan B. Ça perd un peu de son sens sans tout l'argumentaire qui va avec, mais allons-y quand même. Au niveau macro, ce qui s'est dégagé après notre travail, depuis après à peu près 1 an et demi, sur le transport de marchandises, ce qui se dégage, les 6 leviers principaux, donc ça ne vous surprendra pas, numéro 1, c'est réduire la demande. Et on en parlera peut-être après. Numéro 2, c'est instaurer une gouvernance et une planification du fret. Ça ne veut pas dire que jusque-là, il n'y en avait pas, mais ça veut dire que souvent les acteurs privés vont réagir à des critères économiques plutôt qu'à d'autres critères. Et en gros, si on ne restreint pas potentiellement un cadre de jeu, je veux dire, ben, il nous semble difficile de dire bah oui, tout le monde va mettre du sien et puis ça va aller comme ça. Pas très bien dit, mais c'est à peu près ça. Organiser le report vers le fer et le fluvial, je ne l'ai pas indiqué, mais quand on transporte des choses par des barges, ou en tout cas sur le fluvial, ou par transport ferroviaire, même si la loco c'est du diesel, même si on voit des fois les barges qui passent et ça crache pas mal de fumée noire, sans rien changer à cette motorisation-là, on divise les émissions pour la même quantité de marchandises transportées par un ratio qui va de 4 pour le fluvial à 10 pour le ferroviaire. Et donc en ça, c'est relativement facile et rapide à faire. C'est pas vrai en termes opérationnels, etc. Mais en gros, on n'a pas besoin d'attendre des développements technologiques pour le faire. Massifier l'électrique sobrement. On commence à voir maintenant, je pense que si vous êtes parisien, on voit pas mal de camionnettes de différentes marques qui disent alors ils disent des choses qui sont fausses, hein, zéro émission, zéro carbone, neutre machin, mais enfin en tout cas, ça fait pas de bruit quand ça roule, et donc c'est électrique, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on dit sobrement parce que si on regarde les poids lourds, c'est peut-être moins un peu le terrain de jeu. Je ne sais pas si la fabrique, vous avez plutôt un environnement ou un cible qui est plutôt urbain, mais si c'est le cas, dites-moi et puis je m'arrête. Mais si on veut électrifier des poids lourds, en gros dans les 40 tonnes, ça veut dire qu'il faudrait mettre à peu près, alors les estimations divergent, mais on va dire à peu près une batterie de 7 tonnes. Alors quand je parlais de... C'est ça, ouais. Donc quand je parlais d'une demi-tonne pour une voiture, ouais, si on met 7 tonnes de batterie dans un camion et qu'on multiplie ça par le nombre de camions qu'on a, bah déjà le machin dont on a parlé tout à l'heure, le lithium, c'est quand même un peu embêtant. Si on pense à l'appel de puissance, ça va faire quand on va les brancher. Ils ne le font pas comme ça, mais bon, c'est la théorie. Oui, bien sûr, c'est la théorie, oui. Enfin, pardon, vous dites c'est la théorie par rapport à quoi? Par rapport à ce C'est-à-dire que les camions, les constructeurs de camions ne font pas des camions de cette capacité de... Oui. De Oui, vous avez raison, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de camion 44 tonnes électriques sur le marché. D'où la route électrique, d'où il y a plein de choses. Oui, en effet. Merci pour ça. Donc en effet, pardonnez-moi, donc il n'y a pas de camion 44 tonnes qui existe aujourd'hui en électrique, mais si toutefois on devait en créer un qui fasse Lille et Marseille, il nous faudrait une batterie de 5, 7, 10 tonnes dedans. Et donc déjà on se dit, bah, tiens, c'est marrant, le 44 tonnes qui devait en transporter 27 tonnes de marchandises, bah, déjà s'il y a 10 tonnes de batterie, il transporte moins, et plein d'effets secondaires négatifs qui vont avec. Former, enseigner, qualifier, certifier. 2 exemples là-dessus. Aujourd'hui, quand on passe l'examen pour avoir sa capacité de transport, pour avoir sa licence de transporteur, il n'y a pas, à ma connaissance, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas une seule question ni sur l'énergie ni sur le climat.
on se dit, tiens, ça ferait peut-être pas de mal de sensibiliser les gens qui opèrent là-dedans à ces sujets-là en entrée. Et pour les dirigeants, on a imaginé le même truc que par exemple si aujourd'hui moi je voulais ouvrir je sais pas, mon agence bancaire ou ma société d'assurance, ben, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'habilitation bancaire ou d'assurance. Pardonnez-moi, j'ai oublié les termes spécifiques. Alors on se positionne, on se dit, si on est dans un secteur, nous sommes dans le secteur le plus émissif en France, donc le secteur des transports tout confondu, passagers et marchandises, mais on va faire ça, on va dire ça. Et c'est aussi, hélas, le seul secteur dont les émissions n'ont pas baissé depuis 1990. Et la tendance, hélas, le continue. Donc si vraiment le problème est sérieux, et à nos yeux le problème est sérieux, il serait logique de dire, bah, si on doit exercer là-dedans, dans ce secteur-là, il serait logique d'avoir une forme d'habilitation en jeu énergie-climat avant de pouvoir ouvrir sa boîte ou de diriger sa boîte qui opère là-dedans. C'est pas forcément une solution à tout, mais en tout cas, ça permettrait également peut-être d'augmenter l'acceptabilité de certaines mesures. Si on a compris le pourquoi du comment, il y a peut-être plus de chances que ça passe que si on dit bah bon, pourquoi tu m'imposes ça par exemple. Et un dernier point sur lequel j'ai vu que vous travaillez beaucoup, c'est tout ce qui concerne la cycle logistique. Et donc nous on a essayé de résumer ça en disant repenser l'univers urbain, donc pas uniquement les tracés sur la voie, mais l'infra pour les chauffeurs livreurs pour qu'ils puissent se doucher ou se réchauffer pendant les pauses ou à la fin du travail. Donc tout cet univers urbain pour promouvoir la cycle logistique. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à ce stade? Est-ce que vous souhaitez que je continue? J'en étais dessus, je suis assez curieux sur la partie former, enseigner, etc. Je ne connais pas tout à fait la valeur, hein, parce que je pense que ça vient de la voix du peuple avant de faire des décisions à un autre. Mais je trouve l'exemple assez intéressant de viser peut-être les écoles de formation, etc. et d'ajouter un petit peu la sensibilisation là-dessus. Maintenant, j'ai un petit doute sur l'effet que ça peut avoir, en fait, puisque malheureusement, le chauffeur de poids lourd est bloqué dans son métier. À la limite, on peut former sur une conduite un peu plus raisonnable, quelque chose comme ça, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Oui, mais tu sais, il y a 10 ans, je faisais partie d'un groupe qui a proposé, on avait accès directement au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a plus de 10 ans, on a proposé que dans les classes, on fasse une formation en électromobilité. Il y a plus de 10 ans. Okay. Tout le monde a dit c'est très bien, c'est très intéressant. Vous avez un enfant? Il commence à faire du vélo, c'est déjà pas petit. Et vous verrez, l'électromobilité, ça va bouger d'un Moi, l'autre question que j'ai, c'est sur chacun de ces phases-là, est-ce qu'on a recensé, un peu plus après, des freins qui vont avec? Oui, mais j'ai pas une planche ce soir qui vous présente les freins. Pardon, je vais répondre juste oui. Sur la formation, pardon, vous avez raison, j'aurais dû préciser. Donc il y a des formations fonctionnelles, en gros, comment je fais de l'éco-conduite, et autant celle-là est assez généralisée, non, elle est systématiquement généralisée pour les chauffeurs de poids lourds, vu les enjeux de consommation de carburant. Autant pour les chauffeurs auxquels je faisais référence, là, qui livrent par exemple les colis en ville, non, c'est pas systématique. Donc ça, effectivement, en gros, il y a un ordre, allez, on va dire entre 5 et 10% à économiser en termes de consommation d'énergie. C'est plutôt pour le diesel, et je pense que pour l'électrique, c'est plus, mais c'est moi qui pense. Donc on va dire pour l'instant, ça ne vaut rien, parce que c'est pas payé. C'est déjà un chiffre élevé. C'est déjà pas mal. Si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Mais après, l'histoire de la formation, c'est de se dire qu'il y a une prise de conscience au sein du secteur, et y compris chez les dirigeants qui restent dans leur bureau et qui ne sont pas directement en lien avec, excusez-moi, c'est pas péjoratif par rapport aux dirigeants, mais qui eux ne consomment pas le carburant des véhicules, mais qui est conscient de dire, bah tiens, ok, oui, mon entreprise tourne bien, je fais des bénéfices, mais quand même, je suis dans un secteur où j'ai une sacrée responsabilité. Le secteur numéro 1 des émissions ne baisse pas, etc. Et aujourd'hui, un dirigeant peut très bien ne rien avoir du tout. Il n'y a pas spécialement de contraintes. En gros, si je ne réduis pas mes émissions, voilà. Si je ne fais pas mon bilan carbone, je ne l'ai pas non plus. Voilà. Donc c'est pour dire, tiens, il y a quand même une forme de responsabilité. Il serait normal que vous compreniez de quoi il s'agit. Si toutefois vous ne l'avez pas fait tout seul. Pour les freins, j'ai pas de planche qui présente les freins, j'ai plutôt des planches qui montrent comment on peut y arriver, et encore pas dans un niveau de détail sur ce support-là. On a effectivement ce
ce que nous proposons est censément être des réponses aux freins qui nous ont été remontés par les différents acteurs. Mais j'ai pas de slide, enfin bon alors peut-être j'ai oublié, mais je crois pas que j'ai de planche ce soir qui met en évidence les différents freins. Mais on pourra en parler si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points d'échange? Si vous avez été au SITL, je ne sais pas si vous êtes allé au salon du SITL la semaine dernière. Non, j'étais pas. J'ai quand même constaté qu'il y avait un verdissement sensible des stands, etc. Au moins dans le discours, il y a une évolution. Oui, c'est de moins en moins du greenwashing. Et de plus en plus, on va chercher dans la logistique des moyens d'aller dans une politique RSE. Donc, c'est pas encore, c'est pas encore le grand bonheur, mais C'est évolution. Ouais, dans les mentalités en tout cas. Petite évolution. Et ils sortent des logiques où d'abord ils regardent les process, maintenant ils commencent à rentrer en grignotant un peu tous les secteurs et ils attaquent la logistique et le transport de marchandises. Et même s'ils ne sont pas encore à votre niveau de conscience du sujet, mais ça je ne sais pas si ça va assez vite, mais ça progresse. Il me semble que les entreprises qui maintenant souhaitent recruter et souhaitent avoir une bonne image sont obligées de rentrer un peu dedans. Ouais. Oui. Ouais, mais ils cherchent aussi à gagner du CO2 dedans. Enfin, je le vois bien. Ils achètent plus souvent des pneus économes. Ouais. Ils monitorent de plus en plus leurs chauffeurs pour regarder s'ils sont bons en CO2. Ouais. Là où il y a une convergence forte, c'est que on a la chance quand même dans le transport, il y a beaucoup de convergence entre là où on peut économiser de l'argent et là où on peut économiser du CO2. Les deux vont assez bien de pair. Quand on réduit la consommation, en gros c'est un double gain. Le super ça coûte moins cher et en plus, donc tout ça, ça se fait sans trop d'argent, c'est pas vrai, mais tout ça, ça se fait dans une certaine logique et l'impulsion peut être gagnée assez rapidement. Après, des trucs qui sont contraires, je veux dire, je vais devoir faire des investissements qui vont coûter de l'argent, peut-être un peu moins facile, mais c'est quand même un secteur aussi à faible marge et ça s'explique. Après, il ne faut pas oublier aussi que dans le transport, en France, le pavillon international il est plus français. Donc la majorité des camions qui vont traverser, qui vont quand même faire la majorité des émissions, ce pas des camions sur lesquels la politique française directe, la politique européenne, et ils échappent complètement. Oui, c'est pas pensé à préciser, mais effectivement le C'est cadre. important parce que, et comme vous avez souligné, que la distribution urbaine, à travers les chaînes de sous-traitance, parce que c'est un autre problème du transport, en fait, les salariés d'entreprises qui ont pignon sur rue peuvent être assez bien formés et encadrés. Par contre, le sous-traitant, lui, il est vraiment tâcheron. Oui. Je pense que c'était implicite, mais je n'ai pas pensé à vous préciser que le cadre de notre étude, c'est uniquement la France hexagonale. Ça ne comprend pas le transport européen, ça ne comprend pas ni ce qui est aérien, ni ce qui est maritime. Pardonnez-moi, je vais préciser. Juste sur l'idée réduire la demande. Oui. Concrètement, les recommandations de mise en œuvre, c'est un sujet extrêmement générique. Enfin, comment est-ce que vous traitez cette problématique-là, réduire la demande en transport? Est-ce que vous visez spécifiquement la partie commerce, par exemple, ou pas spécifiquement? Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette idée? Ok, je vais peut-être 3 éléments de réponse. Le premier est un peu, vous allez trouver ça un peu facile. C'est de se dire en gros, comme le secteur du fret, on a travaillé ça dans le cadre du plan, sur lequel on a travaillé sur d'autres trucs. Les autres secteurs sont également en baisse et donc il y a une forme de baisse mécanique de la demande. À titre d'exemple, si on refait de l'agriculture locale ou régionale, potentiellement on va transporter moins de tomates d'un bout du pays à l'autre et donc ça va réduire le nombre de tonnes kilomètres. Pareil, dans notre plan, mais ça peut être c'est vrai, mais dans nos projections, on produit moins de véhicules neufs et donc forcément on transporte moins de matières premières pour les produire, moins de véhicules construits. Donc il y a des emballages, des trucs comme ça, oui, ça va très vite. Oui, tout à fait. Donc il y a une partie qui est
C'est pas artificiel, mais il y a La conséquence, en fait, c'est pas une action directe, c'est la conséquence de... Un cercle vertueux qui avance. C'est ça. Il y a une première partie qui est ça, mais il y a une deuxième partie qui est de dire, quand on parle de la gouvernance ou d'un cadre, c'est de se dire pourquoi pas interdire le transport de certains produits sur certains modes, ou potentiellement, aujourd'hui les livraisons en général en ville sont autorisées jusqu'à 11h du matin, potentiellement on peut faire un jour ou deux sans des livraisons. À ce moment-là, ça permet de mutualiser et ça permet également, logiquement, de réduire le nombre de tonnes kilomètres. Donc c'est pas que la demande induite qui réduit, il y a aussi une forme de gouvernance qui s'applique et dit en gros, maintenant les opérateurs privés, même si chacun d'entre vous, vous travaillez les choses de manière intelligente, vous faites de l'optimisation de tournée, voilà, vous avez chacun votre optimum. Mais l'addition de ces optimums, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais en gros, souvent on se balade dans Paris, puis on voit des véhicules qui livrent des colis. Je tape sur le e-commerce alors qu'il y a une filiale dans la boîte aux choses qui fait du e-commerce. On voit donc des opérateurs qui livrent des colis dans la même rue, et on a 4 camionnettes, c'est 4 marques différentes qui font la même livraison, enfin, au même endroit, le même jour. Si ça se trouve, s'il n'y avait eu qu'un seul opérateur, peut-être qu'il y aurait eu un gros véhicule plutôt que 4, ou que sais-je. Donc, je vais un peu plus vite que ce que j'aurais voulu faire, mais on n'est pas contre l'idée, par exemple, pour réduire la demande, de dire sur un territoire donné, par segment de produits à livrer, c'était bien d'avoir une délégation de service public et d'avoir un appel d'offres, et qu'un des critères, ce soit la décarbonation, et que par exemple, je vais prendre un arrondissement Paris, en gros, voilà, si vous livrez des produits congelés, il y a un opérateur qui a gagné un appel d'offres pour l'année, pour les 2 ans, pour les 3 ans, et il n'y en a pas 4 par exemple. Je ne sais pas s'il y a 4 opérateurs qui livrent du congelé. Attends, fournisseur de camions. De quoi ? Je disais déjà très concentré comme secteur. Le congé. Oui, peut-être, oui, c'était pas le meilleur exemple. Ouais, c'est pas le meilleur exemple. Je vais essayer de donner un meilleur exemple. J'ai été choqué d'apprendre que la fleuriste dans le village où j'habite est livrée 4 fois par jour. Parce qu'en gros, il y en a un pour les roses, l'autre pour les tulipes, l'autre pour le... c'est peut-être super nécessaire, je sais pas, j'ai pas fait d'études poussées, mais... Avec le volant, je me suis dit, bon, il y a quand même peut-être de moyens de mutualiser ou de massifier ça. Il y a juste une question, si je peux revenir sur la planche avant. Parce que là, à chaque fois, on prend un prisme vraiment sur l'aspect du transport, mais c'est systémique. Donc en fait, agir sur, comme on vient de dire, sur la demande, ça peut avoir des impacts indirects sur l'industrie. Enfin, si on doit réindustrialiser, donc ça va augmenter. Est-ce que vous avez justement vu cet aspect? Est-ce qu'en fait, il ne faut pas voir le prisme que dans le fret, il faut voir le prisme dans la généralité? Est-ce que les leviers qu'on va agir sur le fret vont peut-être avoir des conséquences indirectes et négatives sur les autres? Est-ce que c'est comment vous avez travaillé justement pour mettre un peu en place ça? Est-ce que vous les avez vus uniquement systémique ou global? C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure en disant qu'on a essayé de faire un travail qui était vraiment holistique, c'est-à-dire en gros la société dans son ensemble. Et donc quand nous on a dit, alors pardon, c'est pas nous qui avons dit, mais quand on nous a dit, attention, nous on va produire moins de véhicules, on s'est dit bon ok, donc il y a moins de véhicules neufs et donc ça se traduit comment en termes de réduction du besoin de transport. Et à l'inverse, quand nous on a travaillé avec le secteur de l'énergie, qui était un secteur transverse, on a dit, a priori, l'hydrogène, voilà, on en parle beaucoup, qu'est-ce qu'il en est? Non, a priori, nous, on va en avoir besoin pour l'industrie. Bon, d'accord, donc nous, il faut qu'on se débrouille sans hydrogène. C'est pas parfait, mais en tout cas, il y a bien eu ces échanges en amont, de cause à effet, et puis après en sortie pour dire, voilà, là où on arrive, qu'est-ce qui reste pour les autres secteurs. Donc là, les messages clés, c'est vraiment les orientations qui sont les moins impactantes, les impacts les plus faibles possibles sur les autres secteurs, c'est ça qui est... Pas forcément moins impactant, non. Ceux qui nous semblent les plus cohérents à travers tous les secteurs. Si ça, parce que je ne me rappelle plus du chiffre, mais en termes de perte d'emploi, par exemple sur la production automobile, c'est assez impactant. Ça ne veut pas dire qu'on le souhaite, mais pour autant, ce n'était pas un frein. Et de dire, de toute façon, s'il faut décarboner, c'est difficile de dire on va décarboner, puis on va continuer à produire plein de voitures, sachant qu'on souhaite aussi une forme de sobriété énergétique. Donc, ce n'était pas forcément les solutions les moins impactantes. Ça, c'est le schéma qui résume les réductions d'émissions obtenues grâce aux différents leviers. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de tout, mais en gros, donc, il y a les émissions actuelles, il y a le scénario de business, on ne change rien, le scénario tendanciel on continue tel quel, avec en prise en compte
de l'augmentation de la population. Et ensuite, on a les barres qui nous permettent de schématiser les réductions des émissions. Et donc il y en a deux qui ressortent, c'est ce dont on a parlé, la baisse de la demande et l'électrification. Ensuite, il y a le troisième qui est le report modal, et ensuite il y a vraiment des gains qui sont relativement petits par rapport aux autres, qui sont sur l'éco-conduite, la cycle logistique, et après d'autres leviers qui sont transverses et qui sont difficiles à quantifier. Le report modal, Oui. il représente quoi sur ce schéma? C'est 10%, même pas 10%. Ouais, c'est ça, je crois, c'est 10 ou 12%. La baisse de la demande serait au moins 5 fois supérieure. La baisse de la demande, je crois que c'est 25%, ouais. Et Par contre, là, vous prenez la démographie, vous considérez que la démographie continue à augmenter. oui. Non, mais Ouais. si ce n'est par flux migratoire, On s'est dit que... c'est l'hypothèse. Oui, ça nous semblait difficile de dire... ça nous semblait difficile à défendre de dire on pense que la demande va baisser parce que c'est ce que nos autres chantiers disent, et en plus on pense que la population va baisser. Ça me semblait être potentiellement deux cartes joker qui facilitent. Non, mais vous avez des pays où la démographie baisse. Prenez le Japon, la démographie, elle baisse, Oui, c'est clair. Ouais. Mais c'est intéressant, bon, déjà, c'est une hypothèse. C'est plus difficile de faire baisser globalement quand on a des démographies en hausse. Oui, vous avez raison. Là, elle est en hausse d'à peu près 5%, grosso modo, c'est ça? Oui, peut-être plutôt 3%. Et juste, enfin, est-ce qu'on, je pense que vous avez fait l'exercice, mais que si on confronte par rapport à la stratégie nationale bas carbone, justement, enfin, j'ai l'impression, enfin, moi ce que je vois, alors je sais pas si je l'ai en tête plutôt pour le transport en général, pas forcément fret, on voit qu'il n'y a pas forcément, on mise pas beaucoup sur la baisse de la demande, mais plus sur l'aspect technologique, électrification, décarbonation de l'énergie. Là, on voit qu'au final, la décarbonation de l'énergie elle est assez moindre. On joue beaucoup sur l'électrification techno et puis la demande qui est une réduction de la demande. Quoi. Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est juste une remarque, mais c'est pas une question. C'est juste, Parce que la baisse de la demande, politiquement, c'est excessivement difficile à défendre. Ah ouais, non, c'est juste pour confronter un peu les deux scénarios. Quoi. Alors, chacun voit midi à Oui, je ne critique pas. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que chacun trouve dans sa culture l'explication pourquoi le gouvernement a fait. Demander un chemin, le facilement patronat. Et donc à chaque fois, j'entends des raisons sur les. Et donc, on est juste à faire attention à ne pas trop vous procher. En tout cas, c'est clair que sur la demande, on est embêté parce qu'elle galope et qu'on n'a pas d'outils pour l'arrêter. C'est bien de militer, de faire prendre conscience sur le truc, mais aujourd'hui, on n'a rien pour interdire à quelqu'un d'acheter son dentifrice à 22h et sa brosse à dents à 8h du matin. Rien pour empêcher un pharmacien de se faire livrer 2 fois par jour. Enfin voilà, on s'est construit aussi un pays de liberté, c'est pas pour qu'on revienne et qu'on interdise du commerce. En plus, le commerce est international, donc du coup, on n'a pas beaucoup de leviers au niveau national. Ce qui nous fait dire qu'entre tous ceux qui ont envie de baisser et la réalité de ce qu'on voit en inertie, en levier pour avancer, nous, on a plutôt alerté au transport les élus et le gouvernement pour leur dire c'est pas la peine de croire à la SNBC, on n'a aucun levier qui permet de la faire. Et quand je regarde ce qui est démocratiquement acceptable, on n'a pas de levier immédiat en fait. Tout le foncier logistique il part loin. Les camionnettes font 3 fois plus de kilomètres qu'avant, les gens consomment beaucoup plus, et les quelques trucs qu'on a, c'est des machins qui prennent beaucoup de temps avant de faire de l'effet. Donc du coup, le camion électrique, la cycle logistique, c'est essayer de convaincre de mettre un peu moins de train de voyageurs pour mettre du train de fret. Arrêter de financer les voitures pour financer des poids lourds, c'est des choses qu'on peut amener un petit peu, j'allais dire en inertie, c'est des choses qui sont un peu apportées, le temps que les messages passent, que ça devienne acceptable, et puis une fois que c'est acceptable, la contrainte est comprise, et puis ensuite elle se met en œuvre en fait. C'est compliqué de...
Non, je vois, vous n'êtes pas. Il ne faut pas que le 49.3 pour le il y a des moments aussi sur David, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y a une possibilité d'agir sur la demande à partir du moment où on va payer le carbone. C'est-à-dire que, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut le coupler, ça c'est mon idée fixe, c'est mon ornière, c'est l'approche pigoulienne du problème. C'est-à-dire de dire, d'un côté, on fait payer très très cher le carbone, et d'un autre côté, il y a ce qu'on a appelé, en anglais, un token reward, en français, je sais pas, une récompense, un élément compensatoire, un impôt compensatoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un code négatif. C'est-à-dire, on vous fait payer le carbone très cher, mais pour certaines catégories, il est remboursé jusqu'à un certain niveau. Et donc, ça va peser sur les gens qui dépassent, disons, un seuil qui peut être très variable, c'est-à-dire ça peut démarrer très indolore. Ça, c'est des politiques de long terme. Je pense qu'il y a des outils. Simplement, ça va absolument à contrario de tout ce qu'on a jusqu'à mis en place maintenant. Et je ne dis pas que c'est facile à faire. Je me garderais bien de dire que c'est facile à faire. En tout cas, sur la demande, on projette une augmentation. Oui, je pense que si on fait rien, il peut augmenter. Et les Allemands ont d'ailleurs fixé clairement une augmentation de 46% à l'horizon 2040 du transport de marchandises. Enfin, je veux dire, le fait de ne serait-ce que comprendre la demande de transport pour après l'outiller et la suivre, on est juste au début de quelque chose. On essaye juste de convaincre l'industrie de la manière de s'en occuper. Enfin, c'est monstrueux. Gérer la demande, c'est monstrueux. C'est juste ce qui m'a fait penser. C'est juste quand on voit, quand on compare un peu les différents scénarios prospectifs qui sont faits avec différentes échelles, c'est vrai que souvent, dans tous les scénarios, on voit que la réduction de la demande, les scénarios sont assez similaires entre eux. Et c'est assez moindre en fait. C'est pour ça que je voulais juste réagir, c'est vrai que je suis d'accord. D'un point de vue, quand on regarde, c'est le levier qui paraît le plus naturel et plus facile. Mais les mettre en place, je rejoins, c'est pas facile. Et c'est pour ça que quand on voit souvent. C'est pour ça que c'est juste pour réagir quand on voit le chiffre qui paraît important et intéressant, mais dans les faits, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios qui montrent qu'on est plutôt sur quelques pourcents. C'est assez moindre. Du coup, dans les leviers qui ne sont pas mis en évidence là-dessus, il y a des sujets sur le foncier, parce que le prix du foncier, ça agit sur le prix du transport, et le fait qu'on n'a pas encore une politique qui permet de réduire les écarts entre un prix économique et un prix écologique. Et donc, autant sur le transport de voyageurs, ça va, c'est tellement subventionné qu'on peut y arriver, mais dans le transport de marchandises, si on n'est pas capable de piloter les prix, on n'est pas capable de piloter le trajectoire. Donc ça va prendre du temps aussi. Et avec la fiscalité, c'est plus grand n'importe quoi. Il y a deux, trois petits sujets. Mais du coup, je ne les vois pas dans les leviers. Et c'est vrai que ça nous embête un peu parce que quand le prix de l'électricité augmente, plus personne prend le train. Et donc du coup, les grands schémas, moi je vois des acteurs qui se mettent à l'électrique, qui vont plier bagages parce que finalement, une ZFE, la date elle recule et on ne voit pas beaucoup. Donc il y a des leviers naturels qui sont pas fiscalité, c'est effectivement un levier étatique. Qui ne sont pas mis en lumière dans vos six trucs et qui pourtant sont des déterminants de marché. Alors dans notre rapport, je crois qu'on a une cinquantaine de propositions, donc je le lance. C'est pareil, vous avez fait le travail de il est déjà fantastique. Merci, c'est gentil. Mais c'est juste pour dire qu'en effet, dans un graphe, on a forcément résumé. Votre remarque est intéressante, et a priori, on voit que ça concerne ou ça intéresse beaucoup de gens. Deux, trois choses peut-être sur la demande. La première, c'est que les transporteurs, en gros, il peut y avoir une convergence. En gros, moins ils roulent pour un chiffre d'affaires donné, mieux c'est pour eux. Donc en gros, si on leur dit non, mais on n'est pas en train de parler de réduction du chiffre d'affaires, on est en train de se dire tiens, mais quand même, ce serait malin si on arrivait à transporter moins pour le même chiffre d'affaires. Et là, on se dit ah oui, dit comme ça, déjà ça passe un peu mieux. Deuxième point, c'est que les consommateurs que nous sommes, enfin je ne sais pas si vous commandez en ligne, et il n'y a pas que le e-commerce, mais c'est un truc qui parle en général à tout le monde. Je vois qu'il y a une étude qui est sortie aujourd'hui là, qui dit 90% trouvent que ça fait gagner du temps, super, ok, qu'est-ce que vous faites pour du temps? Avec votre temps gagné, pardon, mais il y en a pas mal qui sortent.
Donc en fait, on voit qu'on se fait livrer et en même temps, nous, on va sortir. Donc là où on se dit, bah, tiens, ça mérite d'aller au magasin, c'est moyennement vrai le truc. Hein. A priori, ça se cumule. Quoi. Et donc, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais néanmoins, les réflexions autour de ce qu'on appelle un quota carbone individuel, je n'ai pas étudié le truc, donc je vous livre tel quel, mais qui est de dire, en gros, bah, si c'est 10 tonnes pour tout le monde, ouais, si tu veux mettre les 8 tonnes dans des commandes en e-commerce, ok, libre à toi. Mais qu'il y ait une forme de seuil, ça ne me choquerait pas. Après, je n'ai pas étudié le truc, donc c'est peut-être plus compliqué que ça. Néanmoins, si je rejoins ce que vous disiez, monsieur, je crois que c'est en Colombie-Britannique, où il y a une forme de taxe carbone, où effectivement, pour éviter un espèce de mouvement à la gilet jaune, les gens qui sont obligés de se déplacer en véhicule et donc en thermique et qui donc émettent relativement beaucoup, moins que ceux qui se déplacent en jet privé, pour faire un peu bête, on leur reverse. Et donc il y a une forme de redistribution de cette taxe carbone qui me semble être, là aussi, je n'ai pas étudié en détail, mais qui me semble être plutôt une bonne chose. Sur le papier, c'est les systèmes les plus justes, les plus efficaces. Mais on pense de comportement vertueux. Oui, ou en tout cas qui rend le truc un petit peu moins dolore pour ceux qui n'ont pas encore les moyens d'accéder à une mobilité décarbonée ou à des choses comme ça. Ça ne résout pas forcément la question de la demande, mais c'était juste en lien avec ce que vous disiez, je crois que vous avez fait cet exemple-là. En tout cas, le système de bonus-malus, de reverser, ça permet dans un système concurrentiel d'amorcer une dynamique dans laquelle le pionnier finalement se fait pas couillonner. Et celui qui est en retard, ça lui fera plaisir le jour où il aura amorti son véhicule et il pourra du coup passer avec des TCO comparables. Ça me fait penser que quand on a mené des entretiens, il y avait quelqu'un d'une entreprise de transport, je crois que c'était le DG, je ne me rappelle plus, qui me disait moi, vous savez, le machin écologique, ça me fait un peu mal. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, à l'époque, j'étais pas DG, j'ai convaincu mon patron à l'époque d'investir dans des camions propres, à l'époque des écotaxes. Il dit, bon, heureusement que depuis il a pu garder sa place, mais il disait, ouais, des événements comme ça où en gros on se prépare, on investit, et au final, ça ne voit pas le jour. Bon. Et je ne fais pas tout à fait le parallèle, mais le report possible ou les reports avérés qu'il y a eu de certaines ZFE, pareil, ça ne donne pas vraiment les bons signaux. Et donc aujourd'hui, je m'égare un petit peu, hein, mais avec la hausse du prix de l'électricité, où avant c'était, en gros, le plein était moins cher, en gros, on avait une approche, c'est la qui a parlé de TCO, du coût total du véhicule, plus l'assurance, plus l'entretien, etc. C'était moins cher de façon électrique, maintenant, c'est un peu moins vrai. Et donc il y a le coût, il y a le côté de ZFE, ça se trouve, ça va être reporté. Il y a pas mal de trucs où on se dit, bah tiens, il est urgent d'attendre, quoi. Alors que. Excusez-moi pour cette digression. La gouvernance d'un fret résilient, c'était juste pour illustrer la complexité, à notre sens, des différentes couches de décision qui peuvent. J'allais dire interférer, mais qui peuvent intervenir dans le processus logistique. Et donc là-dessus, je crois que c'est vous, Xavier, oui, vous parlez du foncier, et donc je vais passer par le cinéma, mais j'arrive. J'ai vu il y a quelques jours, je crois que c'est l'ADEME qui a dit que, ou c'est le Centre national cinématographique qui a dit qu'en gros les subventions qui seraient allouées ne seront attribuées qu'à condition d'avoir un bilan carbone prédictif du projet cinématographique. Ma phrase était longue, hein, mais en gros, si j'ai un projet de faire un film et que je veux des subventions, je n'aurai rien si je ne produis pas un bilan carbone pour dire bah oui, a priori, je vais là-bas, je vais comme ça, etc. Ça ne me choquerait pas, mais c'est sûrement plus compliqué dans les détails, mais ça ne me choquerait pas qu'on demande la même chose pour l'ouverture d'un dépôt, d'un entrepôt. De dire, bah, ok, très bien, mais votre truc il va être basé où ? Ah tiens, c'est à côté de l'autoroute, pourquoi il n'y avait pas du fluvial, il n'y avait pas du ferroviaire ? En gros, il est plus facile, à mon sens, d'intervenir avant que de dire, bon, bah, maintenant, les entrepôts ils sont construits, et puis c'est l'autoroute, donc ouais, de toute façon, il faut faire un peu d'autoroute avant, possiblement, de choper le chemin de fer ou le fluvial après. Et donc, si c'est possible dans les secteurs qui me semblent, moi, relativement lointains, le cinéma, je n'avais pas forcément fait le lien entre le cinéma et les émissions de Gaz, ça me semblerait, encore une fois, sous réserve de la partie pratique ou de la partie opérationnelle,
Mais ça ne me semblerait pas non plus complètement idiot de dire, bah voilà, pour toutes les ouvertures de nouveaux sites, bah ouais, c'est quoi vos émissions prévisionnelles et donc c'est quoi le mode de transport prévisionnel? Ah ouais, 200% routier? J'ai rien contre la route, mais aujourd'hui ça veut dire 100% thermique, bah non, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire. Donc pardon, ça, ce schéma, c'était juste pour dire que des strates de décision pourraient permettre d'opérer ce genre de gouvernance à une strate régionale, métropolitaine ou territoriale ou autre. Je ne sais pas si Xavier, vous souhaitiez réagir à ça. Alors, on essaie de mettre ça en place tout doucement, mais ça met du temps. Sur les métropoles, on attrape bien les choses. Je pense qu'on sera capable d'imposer un schéma logistique urbaine dans les 2-3 ans. Ça prend bien, grâce à Interlude et Plus notamment. On a déjà une 50aine de métropoles qui sont au quotidien à se poser des questions de qu'est-ce que je peux faire. Ils ne sont pas tous bons encore, mais ils commencent à y arriver. On en aura 60-70 dans 2-3 ans. Donc je pense que c'est gagné sur les métropoles. Sur les régions, c'est beaucoup plus compliqué. On essaye au niveau des régions, alors qu'il y a des conseils régionaux qui sont normalement des stratèges, de faire de la synthèse entre de l'industrie, du report modal et du foncier. Mais politiquement, le foncier, c'est le logement. L'industrie, ils la veulent là où l'industrie elle veut, mais ils ne veulent pas donner une contrainte en disant c'est à côté de la voie ferrée ou de la voie. C'est pas encore gagné, mais l'année prochaine, dans 2 ans, peut-être. Et au niveau national, on est en train d'imposer aux filières économiques d'avoir un regard sur leur logistique. Donc ça marche bien avec l'industrie, bien avec l'agriculture. On commence déjà avec celui-là. Tout ça est encore... la vitesse des consciences. Mais ça avance. Et puis après, au niveau de projet, c'est là où il y a le plus de talent, plus de réactivité. Donc je pense que ça va venir pas mal. Là, c'est plutôt pas mal. Les communales et les intercommunales, je trouve ça assez dynamique. On commence à avoir des projets en logistique comme on en a dans la fabrique de la mobilité. Dans les body shops, ça marche pas bien, mais ce qui pose le plus de problèmes, c'est comment on réfrène sa consommation. Vous êtes sur un schéma, on a l'impression que si on enlève un entrepôt, on enlève la demande. Moi, quand j'enlève un entrepôt, je vois ma demande de transport qui explose. Je ne sais pas répondre à un Amazon qui me dit que 35% de ces marchandises elles viennent de l'étranger, qui me présentent des bilans super positifs de leur dernier entrepôt XXL à Metz qui leur fait gagner 80 grammes de CO2. Chaque fois que je parle de e-commerce avec l'ADEME, ils n'osent pas publier le résultat des trucs qu'ils ont parce qu'ils voient bien que ça ne va pas faire au ministre. Et ouais, parce que le e-commerce en fait a plutôt assaini la logistique du retail en fait. Et ils ont eu un effet écologique plutôt bienfaiteur. Et quand on commence à regarder, mais est-ce que les gens ont plutôt intérêt à ne pas se déplacer pour aller chercher les marchandises? Et dans les cas d'usage qui sont présentés, c'est très clair. Il vaut mieux qu'ils restent chez eux et qu'ils se fassent livrer. Du coup, ça fait un peu peur dans la manière dont on attrape parce que les présupposés qu'on avait avant de regarder n'étaient pas forcément ceux-là. Les circuits courts, ça coûte une blinde en énergie et en carbone, alors qu'on peut s'en y aller. Les petites unités industrielles, si on doit réintégrer l'industrie qui vient d'Asie, c'est des petits mouvements, alors que ça nous venait de nos ports. Quand on voit l'Espagne qui se réindustrialise, l'Allemagne qui se réindustrialise, on va se faire traverser comme jamais. Donc moi j'en suis plutôt à dire comment je réduis l'espace de sillons de voyageurs sur le ferroviaire pour faire passer des trains de marchandises.
si ça va être une bonne pierre de mettre en place le truc, mais en tout cas sur la gouvernance, j'ai plutôt l'impression que ça prend pas mal. Et on a le SGPE dont vous avez tous entendu parler. Voilà, c'est les conseillers des cabinets, ils sont redoutables, c'est jeune, ça dépote, ils font un super travail en interministériel. Voilà, avant qu'ils changent de Premier ministre, ça fait bien qu'ils produisent le truc. Qu'est-ce que ça ils tournent plutôt pas mal, honnêtement. Je pense que vous les avez rencontrés. Ils ont été intervenus hier. Franchement, ils font un beau boulot. Vraiment, je suis assez impressionné par la vitesse à laquelle ils avancent. Ok, merci. Je suis obligé de vous laisser, je m'en excuse, mais j'ai un autre rendez-vous à 8h, je suis déjà en retard, et comme je vais à pied. Pardon, j'ai largement dépassé mon timing, non, Mais absolument, mais C'est moi qui vous dis. C'est l'enthousiasme de c'est votre politesse. Peut-être, si ça vous va, j'embraye juste sur quelques idées que j'avais de convergence ou de sujet de discussion, en tout cas. Donc j'ai vu le travail que vous avez fait sur le dernier MAPOT, que je trouvais en tout point fabuleux. Il me semble, moi, que quand on regarde les ZFE qui ont toutes leurs règles différentes par rapport aux véhicules, par rapport aux axes, bonsoir. Sac plastique, je n'ai pas voulu. Impossible d'avoir un sac plastique. Il y avait peut-être quelque chose à faire du même ordre sur les ZFE, mais c'est peut-être pris en charge par ailleurs. Mais en tout cas, si on doit opérer du transport dans les ZFE, avoir les différentes règles à jour pour dire, est-ce qu'à Rouen j'ai les mêmes contraintes qu'à Marseille, qu'à Nancy? Je ne suis pas sûr qu'il existe aujourd'hui une initiative publique de ce genre-là qui permette de donner des règles à tout le monde. En termes de mutualisation et de massification, j'en ai pas. J'y ai fait référence en parlant des 4 camions qui livrent des trucs aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais les codes barres et les PDA, les espèces de téléphones renforcés, ne sont pas les mêmes. Donc nous, par exemple, on a des livreurs chez nous qui travaillent pour la société X, Y, Z. Ben, ça veut dire qu'ils ont 3 trucs comme ça et qui prennent à chaque fois le truc pour scanner le code barre du truc. Enfin, voilà. Donc il y a une forme de code barre universel qui serait utile de mettre en place en passant par des structures comme GS1 par exemple, de dire bon, on irait bien pour les supermarchés, c'est dommage qu'on n'irait pas pour la livraison de marchandises, quelle qu'elle soit. Enfin voilà, j'avais phosphoré un peu comme ça, pardon. Mais je ne sais pas si votre silence doit me faire taire ou non. Ou tout autre sujet d'ailleurs. Non, mais bref, je peux me permettre juste par rapport au deuxième point que vous avez mentionné sur les feux. Je pense que ça, c'est déjà un petit peu, c'est fait par le projet Interlude. Ils ont déjà fait une sorte d'outil qui cartographie les ZFE, surtout les arrêter en question et voir un petit peu parce qu'à chaque fois il y a plein de dérogations par rapport à des secteurs, ce genre de choses. Donc il y a quand même un outil qui avait été initié un peu dans le. Je sais pas comment ils appellent ça. ZFE Green. Ouais, c'est ça, je pensais à ça, alors je sais pas si ça répond exactement à cette problématique ou à cette question. En tout cas, je voulais le mentionner comme quoi il y avait ce travail-ci en complémentaire. Alors, dans les acteurs privés qui sont qui commencent à s'occuper des ZFE, il y a l'Union TLF qui est qui est la communauté des fédérations qui travaille le plus. Ils vont faire un ABCDR sur les ZFE et là ils font un guide pratique sur le sujet. Donc ils sont. On a demandé aux acteurs économiques de se fédérer sur la logistique urbaine. Donc Philippe Barbier a remis un rapport au ministre et puis il y a toutes les fédérations qui s'y mettent pour essayer de regarder comment ils peuvent avancer. Ils nous doivent un papier sur les ZFE. Et normalement, ces gens-là sont audités par Anne-Marie Jean le 27 avril. Vous savez qu'il y a les ministres qui avaient demandé une concertation sur les ZFE. Et donc, le 27 avril, c'est l'atelier spécifique sur les ZFE et logistique. Et donc, avec l'Union TLF et la Confédération des grossistes,
essayer de faire des propositions, parce que là pour l'instant c'est la liste au Père Noël du ça va pas, c'est hétérogène, enfin, ils n'arrivent pas à dépasser le stade du ça va pas avec des propositions. Donc on a deux pistes. La première, ce serait sur la base de ZFE Green qui met en fait les véhicules, différents véhicules et les hétérogénéités. Je leur dis, mais prenez un véhicule de chantier qui met 15 ans à être amorti, il va faire tous les chantiers de France. Donc c'est typiquement un objet qui devrait être dans le même timing un peu partout, ou alors un bonus-malus si ça marche pas au timing. Donc celui-là, si vous pouviez faire la liste nationale des véhicules qui ont une portée inter-ZFE et en faire une liste qui soit un peu juge de paix, qu'on valide au niveau national. Et à ce moment-là, les EPCI qui ont le pouvoir de décider, ils pourraient dire, compte tenu de ce qui est dit au niveau national, j'accepte la dérogation jusqu'à la date interne par véhicule. Et du coup, il y aurait un peu une sorte de truc de référence qui permettrait aux EPCI de ne pas être dépossédés de leurs responsabilités, mais du coup d'être un peu éclairés. Puis ceux qui veulent aller plus vite vont plus vite, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Enfin, voilà, les Gaulois restent Gaulois. Donc ça, c'est une première piste. Donc je leur ai demandé de défricher un peu la liste des véhicules pour arriver vers l'homogenéité. La deuxième chose qu'on a attrapée, ça va me revenir. Non, ça ne me revient pas tout à l'heure. Enfin, il y a un comme ça, je leur ai dit, mais surtout venez avec des propositions. Venez pas avec des. Ah oui, en fait, quand les collectivités en viennent à reculer, ils pénalisent les bons élèves. Et les bons élèves, ils sont souvent dans des conditions économiques qui sont super fragiles, parce que c'est quand même un système économique qui est fragile, donc à chaque fois, ils risquent de les tuer. Et donc, je leur ai demandé de faire la liste de tous les objets non financés, parce que toutes les collectivités sont pauvres, et il n'est pas assez pauvres. Et de regarder les avantages du type si c'est un camion électrique, il a le droit à des heures de livraison étalées, et donc de ne pas payer les places de stationnement, et de regarder en fait comment on peut, par de la réglementation, donner un avantage concurrentiel à ceux qui sont en avance par rapport à une date, et donc de faire en fait dans les guides de recommandation des choses comme ça. Donc, j'espère qu'on va avancer comme ça sur les défauts, et puis toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, mais pour l'instant, moi je vois plutôt un écosystème qui se plaint, plutôt qu'un écosystème qui crée en fait, et c'est ça qui est un peu embêtant, quoi. Enfin, avec autant de gens emmerdés, je préférerais avoir des gens qui se rétoient, quoi, c'est bien, etc., comme les protestants, quoi, mais c'est plutôt ça qui m'embête. C'est quand même des gens qui attendent que ça leur tombe de le cul, ça en mentalité, ça va prendre du temps à les changer. Ça c'était sur la ZFE, je ne sais pas le projet, mais en tout cas ZFE, c'est fabriquer de la logistique, vous êtes capable d'alimenter des travaux, des gens qui ont des idées, et on est preneur. Et sur le code barre, très preneur de tous ces sujets-là, on avait un appel à projet logistique 4.0, si vous aviez déposé votre projet. L'ADEME le réinstruit légendaire. Moi j'avais un autre point, complet de tout ce que Pietro Cancas aussi bien dit, qui est comment vous réagissez pas par rapport à la formation des dirigeants, par rapport à la formation, à la sensibilisation des opérationnels, parce qu'on a beaucoup de sujets dans lesquels la transformation des acteurs par ceux qui font me semble important. Et si je reprends le propos que rapportait le patron Saint-Gobain en disant il y a quand même un truc, c'est que chaque fois que je rentre d'une réunion internationale, on me dit mais aujourd'hui, M. Calanda, qu'est-ce que vous avez fait pour la planète?
C'est les jeunes qui lui demandent ça. Et là, en logistique, il y a autre chose, c'est les gens du terrain qui vont finalement prendre des décisions. C'est les gens du terrain qui vont faire du tri sélectif là où on ne leur demande pas forcément. Donc, comment est-ce que ça c'est appréhendé dans le shift autrement, si je suis un peu provocant, autrement que des propos de bobos, voilà, des bonnes belles têtes qui sortent de Sciences Po avec des discours, machin. Et puis, voilà, comment est-ce qu'on adresse ça à l'opérateur qui va avoir une réaction dessus? Est-ce que ça, c'est... Je ne le vois pas. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être appréhendé? Parce que je pense que ça, c'est important. Non, je pense non. pas. Oui, c'est important. Non, c'est pas en train d'être appréhendé. Une remarque qu'on nous adresse souvent, on a eu la chance d'être relativement sollicité. On va en revenir. Et souvent, la remarque à la fin, c'est ouais, c'est super, mais on fait quoi maintenant? Ouais. Donc, je dis pas que les entreprises nous ont entendus, c'est pas ça, mais c'est de se dire, ok, on a compris en gros les grands enjeux, le machin macro, mais comment on décline nos plans d'action? Et à ce moment-là, on n'est plus trop dans notre rôle. Donc, à titre d'exemple, pour vous répondre, dans là où j'opère ou là où j'ai été invité à travailler, ça se décline par des trucs qui sont un peu pédagogiques, comme la fresque du climat, des choses comme ça. Mais c'est un point que j'avais noté pour discuter avec vous, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de formation rudimentaire compréhensible par tous, sur pourquoi on s'embête avec des questions d'énergie d'un côté et pourquoi on s'embête avec des questions d'émission de l'autre. Et que je sois opérateur de Clark ou chauffeur de poids lourd, enfin peu importe, mais qu'il y ait cette espèce de tronc commun. Et bien en fait, nous, secteur du transport, on est les émetteurs numéro 1, il faut qu'on se bouge et qu'on fasse un truc. Et ce truc, me semble-t-il, passe en effet d'abord par une information à minima, et pourquoi pas une formation aussi légère soit-elle. Oui, je crois que je vous ai vu réagir pendant le travail. Allez, je crains de dire. Non, pas du tout. Si ça fait réagir, ça fait il ne faut pas craindre. Non, je vois faire des yeux et réfléchir, ça cherche la formule polie pour me dire oui, mais non. Mais je vous en prie. C'est vrai que c'est le transport qui émet, oui. Mais c'est pas par une politique de transport qu'on va y arriver. Le pauvre transporteur, en fait, il subit souvent. Enfin, et en fait, en plus, quand on voit comment ils sont traités, certains, les sensibiliser à l'éco-geste, à part leur donner envie de changer de boulot plus vite, voilà, on va y arriver. Et donc, pour le sujet sur les 13% de CO2, il est plutôt de dire à l'industrie, voilà votre part des 13% que vous allez attraper avec une politique industrielle, de dire à l'agriculture, voilà la part que vous devez faire dans l'agriculture, de regarder en politique foncière, voilà la part que vous devez, et puis il en restera, il y aura toujours les électrifications, massifier des PL, un peu de report modal, regarder un peu comment tout ça. Mais vraiment, cet objet-là, il n'est pas traité. Et il estime que le transporteur il est super sensibilisé. Seulement, avant Covid, des grands groupes comme Geodis ou Bolloré lui disaient moi j'ai 5% de mes clients qui sont prêts à payer plus pour de l'écologie. En plein Covid, au moment où tout le monde rêvait d'un monde meilleur, ils avaient 10 à 15% de leur marché de gens qui étaient prêts à payer pour un transport écologique. Ça ne se voit pas, un Bounty transporté écologiquement, avoir une barre de Bounty transporté en bon diesel. Et après l'Ukraine, ils étaient à 20-25%. Et ça, c'est que les grands comptes. Et c'est peanuts quoi, dans le marché. Et en fait, si on veut réussir à l'attraper, il faut que le consommateur final, il le voit, il faut qu'il le valorise, le truc, et il faut qu'il le demande, l'achat. Et c'est ça qui m'embête le plus dans la politique de réduction de la demande, c'est que j'ai pas beaucoup de levier sur le consommateur, sur le chargeur, sur la valorisation économique du dispositif. Voilà. Je comprends, mais je veux juste préciser, quand je dis formation d'information, ça peut être juste 1 heure pendant la journée d'intégration. Voilà, le premier jour, voilà, ta mutuelle c'est ça, tes équipements de sécurité c'est ça, ah tiens, pendant 1 heure, on va parler énergie-climat. Juste pour que
on sache quel est l'enjeu, même si on n'a pas tout compris, c'est pas grave de dire que de l'énergie, il n'y en a pas beaucoup, ou en tout cas il n'y en aura pas suffisamment pour tout le monde, et dire que les émissions, il y a un truc qui se passe, il faut qu'on arrive à aller mieux. C'est pas forcément du fonctionnel. Si on suggère du bottom. Oui, pardon, et c'est une question ou c'est... Non, c'est une remarque. Ouais. C'est la sensibilité. Bon, j'ai été très frustré moi, par la fresque du climat. Parce que c'est de la sensibilisation, ok, et on dit de se tirer une balle, on sort de ce truc-là. Donc si je caricature, c'est la catastrophe, on va dans le mur. Moi je suis un éternel optimiste. Je pense que si on mesure avec les comme vous dirigez, il y a des pistes sur lesquelles on peut réfléchir, et quand on sort de cet exercice, qui est la première partie, on devrait aussitôt aller, même si on se trompe, mais aller vers des initiatives. Oui, pour nous dire, tiens, qu'est-ce que je fais là où je suis. Ouais, bien sûr. Et en particulier, quand on est dans la logistique, des opérateurs de logistique. Alors, si vous êtes dans la sensibilisation de l'énergie, est-ce que vous allez faire la même chose sur l'eau, les métaux parce que, enfin voilà, moi, quand je commence à parler de carbone, je vois bien que ça marche. L'énergie, grâce à vous, un peu, ça commence à rentrer. Gentil, mais je ne pas. Mais grâce au travail du chiffre du carbone 4, ça avance en petit. Par contre, les gens n'ont pas conscience qu'il n'y aura plus autant d'eau et ils n'ont pas conscience de leur dépendance à l'eau, comme la dépendance à l'énergie. Et sur les métaux, on est juste dans une civilisation qui consomme des métaux de manière exponentielle sans en avoir les moyens. Et quand je vois des plans pour électrifier les voitures individuelles et des plans pour électrifier des poids lourds partout sur la planète, des éoliennes, du photovoltaïque et la disponibilité de métaux, je dis mais c'est bien gentil, mais ça marche pas en fait. On finit. Donc du coup, je voulais savoir si le chef projet avait des envies de faire des petits, pas simplement focales énergie, mais avec des focales sur d'autres sujets, parce que finalement la démarche elle est assez compréhensible, mais elle n'est pas complète en fait. Et c'est le problème de l'environnement et de l'écologie. Quand on s'attaque à un secteur, tout est systémique, quoi. Il faut... Oui, c'est un découpage artificiel. Si vous n'allez pas en profondeur, il faut au moins que vous fassiez ou vous initiez des projets sur les autres objets. Alors je ne suis pas sûr qu'on n'aille pas en profondeur, je pense qu'on reste macro, mais en effet notre rôle c'est pas en tant qu'association de déployer des plans d'action micro. Et je ne sais pas dire, votre remarque est pertinente dans la mesure où j'ai fait référence au début en disant attention, il n'y a pas que le carbone, mais en gros, notre association c'est œuvrer pour une économie libérée de la portée carbone. Donc, en attendant, pas l'eau ni d'autres choses, mais je ne sais pas de quoi ça fait. En tout cas, j'ai noté le Moi j'ai terminé, enfin je pardon, mais place à la discussion, oui, j'ai été trop long sur l'orientation. Pour revenir justement par rapport à l'interaction aussi avec la famille de logistique entre autres, je pense que comme on l'a vu, on va citer la de la flotte, je pense que on est quand même beaucoup sur les outils des comment justement avec de la pédagogie, donc là aussi on est ouvert, s'il y a des contributions, des choses qu'on peut, alors, soit par vecteur ou à l'inverse, nous fournir des trucs pour voir comment on peut réagir et faire agir aussi, parce que ces fameux communs, ils sont créés par la communauté, pour la communauté en fait, donc c'est ça qui est assez bien, c'est que, pour donner l'exemple, je passe par la flotte, mais c'est que toutes les données sont provenues un peu des acteurs logisticiens qui vont nourrir. En fait, nous, on a fait juste un rôle d'un peu de agréger ces données et puis de la rediffuser, mais je pense que là-dessus, on est preneur aussi de voir un peu les autres démarches un peu de sensibilisation qui peuvent être faites sur ce secteur du fret ou de la logistique. N'hésitez pas en fait aussi, les trois messages que vous avez cités tout à l'heure, moi je vais aussi retenu. Mais pareil, parce que je pense qu'il y a une notion, alors c'est toujours une question, mais
qu'on traite beaucoup l'empreinte carbone actuellement, peut-être qu'on l'a fait dans ces comparatifs un peu technologie, on l'a pris du champ du puits à la roue, on n'a pas pris encore d'analyse de cycle de vie globale. Donc ça, c'est ça aussi d'un point de vue sensibilité du grand public, c'est pas pareil, parce que quand on parle de carbone, souvent les gens pensent soit directement à l'échappement, commencer à parler déjà dans la phase de réalisation d'énergie, c'est déjà un monde. Donc leur parler d'analyse de cycle de vie, c'est encore autre chose. Donc c'est cet aspect un peu pédagogique, je pense, qui pourrait être intéressant. Je pense que vous avez tous les leviers, les curseurs aussi pour voir comment on peut mettre ces indicateurs. Je pense que quand on fait des bilans, tous les bilans que vous faites au shift avec la propre carbone, c'est d'abord par un CD global. Donc ouais, je pense que là-dessus, on est aussi. Je pense que je reste avec les clients aussi de voir comment on peut partager ça d'un point de vue pédagogique. Voilà, c'était juste une remarque. Je processe autre. Faut pas pour l'anglicisme. Ok. J'avais une question qui est de savoir. Il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est de se dire. Je crois que Xavier, vous avez fait référence à la vertu des acteurs, ou en gros ceux qui décarbonent en premier. Et la mesure du carbone, de la réduction des émissions, me semble être un truc quand même assez important. Alors, pareil, il faut être super précis, mais en tout cas, si on a un qui mesure à peu près, qui dit qu'il fait moins 20%, et l'autre qui mesure super bien et qui fait moins 5%, voilà, ça me semble. Je ne sais pas si c'est un sujet artificiel ou pas, mais en tout cas, si on veut un jour comparer les acteurs, je me dis, bon, il faut quand même qu'on arrive à avoir une espèce de baseline, mais pas trop complexe quand même. Alors, on a une calculette qui est gérée par l'ADEME. Ouais. Ils sont très bien, quand ils font les calculettes, ils font des locations de champs de talent, donc je ne sais pas le dire. Mais on a une réglementation et une calculette ADEME qui est, comment dire, du siècle dernier. C'est gentil. En tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt les politiques RSE qui sont plus exigeantes que les outils qui ont été faits par historiquement. Et ils ne sont pas très bien appliqués par les opérateurs de transport. Enfin, je crois que dans le transport de marchandises, il y en a 40% qui calculent leur truc. Ils ont 3 mois pour donner à leur fournisseur le machin. Donc autant vous dire que quand vous avez une politique RSE, vous ne comptez pas sur l'objet réglementaire et l'outil d'ADEME pour le faire. Mais il y a des normes qui sont en train de bouger au niveau international. Du coup, on est plutôt en train de miser sur le coup suivant pour faire le truc qui aura du sens. Il sera les mêmes normes que les Chinois, les Américains et les Européens. Et on espère avoir quelque chose du calcul qui soit un peu plus intelligent, mais c'est un sujet, j'imagine, de souffrance pour les collègues des fonds. Mais on sait que c'est un problème. C'est un problème aussi pour le e-commerce. Enfin, c'est un problème pour pas mal de secteurs. C'est un sujet. C'est vrai que je confirme aussi, parce que je pense qu'il y a ce calcul-là après l'entreprise, mais après il y a des déclinaisons du grand public. Quand on voit le chiffre carbone qui est mis sur un produit à la fin, quelles sont les émissions, c'est vrai que s'il y a une entreprise entre guillemets, qui prend des initiatives qui va être plus vertueuses, en fait, ça ne va pas forcément paraître pour le client final et visible. Donc c'est vrai que même si on ne va pas forcément, je pense que le grand public ne va pas voir en détail chaque fois ces chiffres et ces émissions, mais au moins apparaître, et je suis d'accord avec vous, de voir comment mettre en avant un petit peu toutes les initiatives qui sont faites pour montrer qu'il y a un gain qui est vertueux et visible. Oui, mais il n'y a que quelques consommateurs qui sont prêts à payer plus pour avoir mieux. Du coup, c'est quel dosage dans l'obligation, quel dosage dans le consommateur pionnier, et qu'est-ce qu'on peut faire pour lisser finalement les choses pour reverser à celui qui n'a pas les moyens. C'est la même logique qu'on avait sur le bio il y a quelques années. Ouais, c'est ça un peu. C'est pareil, c'est la même chose en fait. Il y a très peu de personnes qui sont prêtes à payer plus, mais on se rend compte que de plus en plus, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un effet sur leur santé, sur le bio, mais c'est exactement pareil. En tout cas, la valeur transportée proprement, pour l'instant, il y a plein d'acteurs qui ont intérêt à ne pas la mettre en avant.
ça qu'elle n'est pas mise en avant. En fait, quand vous vendez quelque chose, vous attirez le chaland et vous vendez. Vous n'allez quand même pas impulser un doute à l'achat alors que vous vivez de la vente. C'est pas possible. Donc, vous aurez beau avoir un espresso qui est obligé de fouiller avec sa capsule une conscience écologique, ça, ouais, mais c'est pareil pour tous les marchés. En l'occurrence, ça reste du café, donc. C'est pas censé pas bien. Pour rebondir sur ce que disait Alexandre là, sur effectivement la diffusion, est-ce que le chiffre au travers de son site a aussi vocation à potentiellement relayer vos associations, là aussi il y en a d'autres, à relayer effectivement des initiatives un peu innovantes voilà, dans la démarche de pédagogie? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui ou si vous n'êtes pas, est-ce que vous accompagnez Sur notre site, en fait, je ne crois pas qu'on relaie grand-chose hormis nos rapports, et je suis pas très sûr. Enfin, notre site n'est pas. Je ne peux pas générer. Néanmoins, il y a pas mal de communications qui sont faites maintenant sur les réseaux sociaux, et je pense que ce serait avec plaisir si on voyait l'intérêt commun à promouvoir tel ou tel service. Je pense effectivement à des outils qui sont assez matures et qui peuvent servir effectivement sur des choses qui sont. Oui, on a eu une demande récemment qui a dit bon, ok, vous avez produit votre rapport il y a un an, en gros pas de neuf depuis. Bon, mais pas grand-chose, c'était dans du boulot, etc. Et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas peut-être extraire de temps en temps une information, alors peut-être par rapport à l'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a quelques semaines, il y avait une polémique sur l'Allemagne et puis des types de carburants par rapport. Ok, d'accord, donc vous dites, tiens, peut-être entre guillemets profiter de ce moment-là pour justement parler de ça. Et donc peut-être qu'on s'orienterait vers une communication avec une fréquence relativement régulière en ce qui me concerne sur la thématique du fret. Et donc ça pourrait être l'occasion de mettre en avant le service de la flotte par exemple ou d'autres choses. Après on a un auditoire qui reste relativement modeste. Ouais, je pense. Ouais, il me semble que vous avez quand même 22 000 shifters. Oui. C'est des gens qui ont une envie de faire. Et dans la fabrique de la logistique, c'est un lieu qui est créé pour donner les occasions de le faire. Et il me semble qu'il y a quelque chose que vous pourriez travailler soit en newsletter sur vos shifters pour dire un peu les envies de travail de la fabrique de la logistique et faire des appels à contribution, des choses comme ça. Et du coup, ça pourrait permettre des lanceurs d'alerte frustrés de n'être que dans l'alerte, de rejoindre des gens qui sont déjà conscientisés et qui attendent des talents pour pouvoir passer au concret. Ça me semble être quelque chose sur lequel vous pourriez essayer de regarder un peu comment. Vous communiquez régulièrement en interne auprès de shifters via les sites internes, via un cloud, via un newsletter. C'est votre façon effectivement d'embarquer et d'informer votre communauté? Oui, les shifters communiquent moi je suis récipiendaire de la communication, donc trop fréquemment à mon goût, mais je pense qu'il y a au moins une édition hebdomadaire, si ce n'est plus. Alors peut-être qu'il y a peut-être une articulation par secteur, mais je ne crois pas. Donc oui, en tout cas, il y a une communication régulière, mais c'est pas... Comment dirais-je? C'est comme si donc il y a le Shift Project qui était une association et les shifters c'est une autre association. Les deux fonctionnent bien entendu en synergie, néanmoins les shifters ont une grande autonomie. Donc c'est pas le shift qui communique aux shifters, c'est vraiment l'enceinte des shifters qui communiquent auprès de ses adhérents. Ça ne change rien sur le fond, mais je voulais juste préciser ça à toute fin utile. Donc oui, bien entendu, il y a une gazette hebdomadaire qui s'appelle la Gazette décarbonée, je crois, et donc il y a une veille juridique qui est opérée. Et après, effectivement, des articles sur l'actualité ou des tendances du monde. Donc oui, ça me semble être une très bonne idée, la mise en commun potentielle de ces ressources-là. Et est-ce que... Alors, je n'ai pas senti un défoulement de passion sur l'histoire de code barre. A priori, c'est pas là-dessus que vous opérez.
Je sais pas. C'est peut-être pas le bon auditoire. Ok. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps dans mon entrepôt où on a changé de système et effectivement, on s'est retrouvé avec deux familles de Florian. Ok, mais c'est pas ici. Peut-être au club des métals. Oui, que plus opérationnel. Mais si vous avez une frustration, il faut m'envoyer un link, je verrai de mon avis. Faut pas rester avec des frustrations. Ah non, c'était des sujets potentiels de compétences. Et une question, j'attends aussi, est-ce que vous voyez pas aussi une absence d'observation aussi justement sur le fret, on voit un petit peu des chiffres, les chiffres de pas et tout, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas besoin de le suivre davantage en fait, plus finement, vous disiez tout à l'heure d'avoir des empreintes peut-être plus fines carbone sur les différentes mobilités, est-ce que vous sentez un peu dans les différentes études qui sont faites, qu'il n'y a pas un manque un peu de données, d'informations sur le fret en général? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des observatoires qui commencent à se créer un peu sur l'observatoire régional du transport, l'observatoire national qui a été initié aussi sur la logistique. Donc ça montre aussi qu'il y a un besoin de cohésion, de partage un peu des données, et je pense que c'est déjà pour opérer, et aussi poursuivre pour voir un peu cette tendance et cette volonté de décarbonation. Voilà, je voulais juste aussi poser une question ouverte. Est-ce que vous sentez aussi ce besoin de suivre davantage par la donnée, Quand on a produit le rapport, on avait du mal parfois à trouver des données spécifiques sur le transport de marchandises. Alors peut-être qu'on n'a pas su nous chercher, mais en gros, moi je me dis que c'est logique, c'est le transport grand public qui parle au grand public, le transport de passagers qui est au grand public. Et puis le fret, en gros, c'est un peu, hormis les camions qui polluent et que ça embête tout le monde, en gros, c'est un peu invisible. C'est pas. Pour prendre l'e-commerce, en gros, j'ai commandé un truc sur mon écran et puis le lendemain c'est dans la boîte aux lettres, mais je n'ai pas spécialement vécu ou vu grand-chose entre les deux. Donc oui, je pense que vous avez raison, il y avait, je ne sais pas s'il y a toujours, mais il y avait des données qui manquaient. Il y a certains chiffres où on n'a pas pu obtenir, et donc on a dû faire des estimations à partir d'un travail qui était fait par d'autres organismes, mais qui n'était pas disponible directement sur le site du gouvernement, par exemple. Après, sur le suivi, si toutefois vos questions allaient sur le suivi du CO2 de manière plus précise, je ne sais pas comment dire sans paraître prétentieux.